Aujourd'hui, on accueille Mickaël Derderian. Pour ceux qui ont un peu suivi les lives précédents, vous aviez vu qu'on avait Yannick Aigouin mardi dernier, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Yannick avait nominé Alexandre Duché, qui sera parmi nous mardi à 18h, toujours pareil sur la page Facebook Automodélisme. Et on a quand même cette fois l'honneur de dire que Mickaël a voulu être interviewé par nous. Donc on a précipité un petit peu les choses pour t'accueillir cet après-midi parmi nous et faire une interview un petit peu plus différente que ce qu'on a fait actuellement. On a fait beaucoup de biographies, d'autobiographies, découvrir un peu les parcours des pilotes. Mais aujourd'hui, étant donné que nous allons parler de la catégorie piste qui n'est pas du tout à l'image d'automodélisme, puisqu'on est quand même, il ne faut pas se mentir, très TT1 huitième, on va pouvoir vous faire découvrir cette catégorie comme on avait pu le faire à l'époque avec Track is Open, avec des questions un petit peu plus ouvertes et avec des réponses faciles pour comprendre un peu comment marche le 10e piste. Voilà, je laisse la parole à Tony. Alors, c'est mauvais souvenir, Vivien, tu te souviens pas bien. Parce qu'à l'époque de l'automodélisme, je couvrais le championnat de France piste 1 huitième classique. Et d'ailleurs, c'est à cette époque que j'ai rencontré Mickaël. Et donc, je faisais aussi des reportages pour les revues et pour automodélisme à l'époque. Donc, j'essayais de parler de la piste sur automodélisme. Mais les gens, ils en avaient rien à faire, ils voulaient que du TT. Alors, donc je suis ravi. Effectivement, Mickaël nous a demandé, et ça tombait bien parce que on voulait un petit peu changer le profil, pas toujours parler du tout-terrain, mais de la piste. Donc Mickaël est très expérimenté, et on va en parler tout de suite. Alors c'est Vivi qui va... Non, tu vas nous poser des questions. Vas-y Vivi, je te laisse la parole. Allez, j'y vais. Tout simplement, peux-tu te présenter à tous nos internautes? Oui, pas de problème. Donc, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mickaël Derderian, j'ai 34 ans. J'habite sur la région lyonnaise. Je suis adhérent du club d'Ampuy, donc dans le 69, qui est pour moi l'un des plus beaux circuits de France. J'ai commencé donc il y a à peu près 25 ans la RC. C'est mon père qui m'a transmis sa passion. Donc aujourd'hui, c'est une très grande aventure humaine ensemble. J'ai commencé par le TT1 dixième électrique, puis rapidement j'ai basculé sur la piste 1 dixième thermique, catégorie que je fais encore aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour les disciplines. Concernant quelques résultats, écoutez, j'ai été 4 fois champion de France, 4 fois finaliste du championnat d'Europe. J'ai également fait une pole position au championnat d'Europe et vainqueur de 2 Coupes de France. Voilà. Et donc aujourd'hui, je porte les couleurs X-Ray. Je suis également sponsorisé par Aigouin Racing, le distributeur X-Ray France, par Wartel Modélisme. Je roule sur des moteurs OS Engine préparés par Adrien Bertin. Et je suis également sponsorisé par BRZ RC Passion, qui est depuis cette année mon peintre. Donc voilà. Super. Donc à Tony. Non, c'est toi. C'est encore moi? Ah oui, pardon, j'avais pas vu. C'est difficile à 14h30. Est-ce que tu peux du coup nous citer des titres que tu as eus et en quelle année, sur quelle marque châssis? Oui, gros jeu de mémoire. Les 2 titres de champion de France que j'ai eus, c'était en 2002 et en 2003. C'était en piste 1 dixième 235 mm, donc c'est, on va dire, ce qui a précédé la piste 1 dixième 200 mm. C'était du 235, donc un peu plus large, en 4-2, donc 2 roues motrices. Donc c'était en 2002 et 2003 où j'ai été champion de France sur la marque Serpent, sur le châssis Serpent. Ensuite, j'ai eu d'autres titres. Les 2 autres titres de champion de France que j'ai eu, c'était en piste 1 dixième 200 mm. Et là, pour le coup, c'était avec la marque X-Ray. Et c'était en 2012 et 2013, si je ne dis pas de bêtises. Super. Écoute, bravo en tout cas pour ces titres. Alors, je voulais te poser une question. Donc, tu nous as dit que tu étais du club d'Ampuy. Moi, je voulais savoir à peu près à quel rythme tu roulais. C'est-à-dire, est-ce que tu fais beaucoup de compètes ou est-ce que tu pratiques aussi beaucoup d'entraînement? Alors, on va dire qu'il faut scinder en deux. Avant que j'ai mes enfants, donc mes 2 enfants, mes 2 garçons, effectivement, je m'entraînais pas mal. Donc, c'était 1 à 2 fois par semaine, on va dire. Donc là, c'était assez régulier en termes de training. Depuis que j'ai à la fois évolué par rapport à ma carrière professionnelle, j'ai pris des responsabilités, il y a les 2 enfants qui sont arrivés, on a fait construire la maison, bref, tout ça a fait que j'ai plus nécessairement le temps de m'entraîner, donc je m'entraîne moins. Ça m'arrive que j'aille au circuit, mais c'est peut-être 2 fois par mois, donc c'est quand même moins fréquent.
Et essentiellement, après, c'est des compétitions que je fais, championnat de France, d'Europe, du monde, quelques ligues, quelques régionales aussi qui nous servent de batterie d'essai, mais il est clair que j'ai moins de temps aujourd'hui de m'entraîner que ce que j'ai pu avoir auparavant. Oui, forcément, l'évolution de la vie professionnellement et familiale, ouais, c'est compliqué de mêler la chèvre et le chou, comme on dit. Tout à fait, à un moment donné, il faut trouver un équilibre et il faut aussi avoir ce juste équilibre-là. Et je ne peux pas me permettre de zapper ma famille, donc c'est toute une question de. C'est un jeu d'équilibriste en fait. Exactement. Ah oui, c'est pas évident. D'ailleurs, on va faire un petit tour de ton histoire en photo, avec D'accord. quelques photos que tu nous as fournies pour la préparation de cette interview. Donc, tu nous as d'abord envoyé une photo qui ne fait pas toute jeune, hein, c'est toi sur un podium avec une radio à manche, une grande antenne, un petit look des années 90. Tu avais quel âge sur cette photo? Bah, ça, c'est sur le podium avec. Il doit y avoir une personne à côté de moi, hein, c'est Tout ça, à si je ne dis fait. pas de bêtises. Oui, donc en fait, j'ai mis cette photo. Pour moi, elle est marquante parce que c'était mon premier titre de champion de France en 2002. C'était à Évry. Donc Mhm. c'était à la fin de la finale où je savais que j'étais champion de France. Donc c'est vrai que le premier est toujours marquant. Hein, donc je l'ai mis en avant. Et donc là, j'ai William Morbin qui vient me féliciter, qui à l'époque était mon sponsor pneu, qui a été fondateur de la société Microsystème, hein, William Morbin. Donc D'accord. je roulais pour Microsystème et donc il est venu me féliciter. C'était un des premiers. Et voilà, on ressent sur mon visage toute la sérénité et je dirais, bah voilà, Et le la joie bonheur surtout. quand on obtient un premier titre de champion de France. Mm, Tu avais carrément. quel âge, tu as Avec dit? un look très rétro. Totalement. Hein, tu avais quel âge déjà là-dessus? Alors là, j'avais 12 ans là. 12 ans. Oui, Et on note la petite antenne hein, sur la télécommande. C'est ça. oui, tout à fait. Ce qu'on appelle la canne à pêche. Alors c'est une canne à pêche, effectivement, mais c'était un concours de pêche, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était pas une course d'air, c'est mon jeu de blague dessus. Tu nous as aussi transmis une autre photo ou alors là je ne sais pas lequel des trois tu es sur le podium, sur la plus haute marche, le tout petit garçon ou celui avec le t-shirt bleu. Là te reconnaître franchement c'était pas facile. Alors là, c'est la photo que tu parles où il y a le drapeau bleu, blanc, rouge. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est mon premier résultat national que j'ai eu. C'était en TT1 dixième électrique, c'était une Coupe de France Espoir à Limoges. Mhm. Et donc, c'était mon premier résultat national, donc on va dire c'est intéressant de l'avoir mis en avant aussi. J'étais tout petit, hein, comme vous avez pu voir, je devais avoir une grosse dizaine d'années. Et pour l'anecdote, il y avait une bouteille de champagne à mes pieds et j'ai appelé mon père parce que je disais mais j'arrive pas à l'ouvrir, papa, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc c'est vrai que j'ai mis ça parce que j'ai trouvé que voilà, c'était plutôt bien mis en scène et puis bah, je voulais vous parler de cette anecdote-là de la bouteille de champagne. J'ai trouvé ça assez rigolo, donc c'est pour ça que je vous en ai parlé. C'est ça, quand Je on est tout rebondis tout de petit. suite sur cette photo. C'est que donc tes premiers titres et souvenirs, tu les as eu en TT. Oui, j'ai commencé par le TT1 dixième électrique, là je roulais sur un Losi, donc voilà, en catégorie stock, hein, donc promotion. Et effectivement, les premiers titres que j'ai eu de champions régionaux et là, cette Coupe de France, c'était en TT, tout à fait. Mais je ne suis pas resté longtemps en TT, j'ai dû rouler 2-3 ans en TT 1 dixième, et après j'ai vite basculé sur la piste. J'ai laissé les bosses de côté, j'ai préféré les surfaces planes, T'es revenu sur du plat. c'est ça. Ensuite forcément une bien jolie photo de toi avec tes enfants qui ont quel âge aujourd'hui? Alors mes enfants, donc on a le grand qui a 6 ans et demi, qui est Nathan, Mhm. et le petit, Timéo, qui a 2 ans et demi. Donc j'ai mis cette photo parce que c'était le premier championnat d'Europe que je vivais avec eux, avec les deux. Et voilà, je me suis dit c'est un petit clin d'œil pour mes enfants, donc on va la mettre en avant. C'était le premier championnat d'Europe avec mes enfants et je trouvais que c'était bien de. Voilà, pour moi c'est un bon souvenir. Il y en a qu'un, il n'y en a pas deux, hein, puisque c'est le premier avec eux, donc c'est pour ça que je l'ai mis en avant. Et puis bon, qui sait, peut-être que l'avenir nous le dira, mais ils prendront la succession de la RC, peut-être ou peut-être pas. On aura peut-être l'occasion d'en parler par la suite. Voilà. Super. Euh, Et ensuite, je pense que c'est un championnat d'Europe où tu es avec toute ton équipe, ton papa, un joli Tout à trophée dans fait. les mains. Donc, où est-ce que c'était Alors, cette photo? cette photo, c'était en 2011, où effectivement, j'ai fait la finale du championnat d'Europe à Ettlingen en Allemagne, en piste 1 dixième 200 mm thermique. Pour moi, cette course, c'est un modèle à suivre. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait anticipé, tout ce qu'on avait prévu de faire, on a fait les choses étape par étape. On a commencé les essais, on n'était pas en haut de l'affiche, mais petit à petit, on a mis tout bout à bout, que ce soit au niveau du réglage, de la stratégie, du pilotage.
Et on a réussi à avoir cette finalité qu'on cherchait, c'est-à-dire une finale de championnat d'Europe, avec mon papa, hein, qui était mon mécano, avec également le monsieur que vous voyez, c'est Damien, qui est le parrain de mon fils Nathan, qui est mon deuxième mécano, qui nous suit donc en compétition. Donc j'ai la chance d'avoir 2 mécaniciens. Mon épouse, donc Jennifer, et ma mère, qui est là aussi. Donc c'est à la fois l'aboutissement d'un résultat, mais aussi ça montre que c'est une équipe qui a réussi à faire cet exploit-là, et c'est pas une seule personne. Donc ça me tenait vraiment à cœur de la mettre en avant. Oui. Ouais, c'est super important de souligner qu'il faut une équipe pour arriver au meilleur résultat. C'est vrai que RC, c'est une histoire de famille, ça se voit bien. Mais c'est vrai que c'est des valeurs, les valeurs de la famille qui sont ici sur cette photo, et c'est très joli. C'est vrai que moi j'ai pratiqué à un moment donné, et petit à petit je me suis retrouvé un petit peu seul dans ma famille, en tout cas à pratiquer. Et c'est aussi ce qui fait au bout de quelques années que j'avais fini par arrêter, c'est que je m'isolais un petit peu de chez moi, que toi tu as la chance que cette famille te soutient et t'encourage, que moi dans ma famille j'étais vraiment tout seul à pratiquer pendant quelques années la compétition, et ça m'a un petit peu fini par me faire arrêter en fait. D'accord. Ensuite, une photo de toi et de ton papa. Ça sent aussi Avec un petit drapeau bleu, titre. blanc, rouge, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Okay. Alors pour moi, cette photo, elle est extrêmement valorisante, importante, et elle compte beaucoup à mes yeux. Je vous explique pourquoi. C'était en 2008, au championnat d'Europe B à Ampuis, donc à la maison, chez moi. J'ai fait la pole position. Voilà. Bon, j'ai malheureusement pas pu gagner la course parce que, on va dire, un peu d'expérience qui m'a manqué dans cette finale où j'ai fait une erreur de jeunesse. J'ai voulu doubler à un endroit où il fallait pas, donc je l'ai payé cash. Mais en tout cas, j'ai fait la pole position devant pas mal de très bons pilotes italiens et allemands. Il y avait Mario Spiniello, il y avait Dirk Wisniewski, il y avait Guido Barbera, des très très bons. Et c'est vrai que de faire la pole position à la maison devant tout son fan club, c'est pas évident parce qu'il y a une grosse pression. On a réussi à le faire, et vous voyez que sur cette photo, dans les yeux de mon père, on sent qu'il brille parce que il est heureux. Voilà, on sent que ça sort par les yeux, et je trouve que son regard, il est assez puissant, et moi le mien aussi. Et comme je dis souvent, ce jour-là, on a mis le drapeau français, et il a flotté au-dessus de tous les autres. C'est pas toujours le cas, et j'en suis personnellement très très content. Et pour moi, ça restera gravé dans ma mémoire à jamais. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est toujours touchant, surtout d'avoir la fierté de son papa. Ça reste l'un des éléments clés, je pense, de tout pilote de RC. Au-delà de l'exploit sportif, c'est une aventure humaine, et c'est des moments forts, si vous voulez, qui restent gravés, qu'on n'oublie pas, et pour moi qui sont même plus importants que, on va dire, en soi le résultat. Donc c'est pour ça que je l'ai beaucoup mis en avant dans les photos marquantes. Parce que comme vous l'avez compris, je suis quelqu'un de valeur. Pour moi, la RC, c'est aussi partager des valeurs. C'est une école de la vie, au-delà d'une passion. Et à travers l'interview, je voulais aussi faire passer ce message-là. Tout à fait. Et je rebondis encore à nouveau là-dessus parce que c'est un message super important. On parlait notamment sur nos interviews, mais aussi sur les vôtres que vous avez fait. Et on parlait de comment attirer du monde. Et je pense que de montrer que le modélisme peut être un super moment à passer entre père et fils, en famille. Il faut réussir à convaincre, mais ça peut être tellement bien de rassembler comme ça les gens d'une seule famille à pratiquer un loisir. C'est vraiment quelque chose, c'est peut-être une piste à creuser. Voilà. Oui, c'est ce que Automobilisme essaie de mettre en avant aujourd'hui, vraiment de communiquer sur notre passion. C'est ce que nous aussi, moi en tant que membre de la radio 100% RC, on essaie de faire, tous dans le partage. Et c'est important parce qu'effectivement, notre discipline, notre passion est peu connue. Plus on va la connaître, plus il y aura d'adhérents et de pratiquants, et plus les gens pourront effectivement en vivre pour ceux qui sont professionnels, et d'autres être contents d'exercer cette passion-là. Donc voilà, je pense que c'est en travaillant main dans la main qu'on arrivera à faire des choses. Tout à fait. Carrément. Ensuite, tu parlais de ton papa, donc on a aussi bien sûr une photo de ton papa en plein ravitaillement. Alors la piste par contre, Grenoble ? Alors là, je pense que ça doit être à Marseille. Ah, Marseille, bon. Oui. Là, c'était pas facile de reconnaître où est-ce que c'était par rapport... C'est pas facile, tout à fait. Ouais. Alors j'ai mis ce ravitaillement-là parce que là aussi, comme je le dis, et notamment sur la piste 1/10 thermique,
On a des finales de 45 minutes, donc la stratégie, il y a des changements de pneus, il y a des ravitaillements. C'est très important, le pilote ne peut pas gagner seul. Et il lui faut en bas quelqu'un, un mécanicien de confiance, ce qui est complètement le cas avec mon père. En plus là, le plein est très bien réalisé, il est bien derrière la ligne, donc il n'y a pas de pénalité. Vous constaterez qu'il prend la voiture en la regardant de face, de manière, en fait, il y a plusieurs avantages. C'est que déjà, on a moins de chances de la louper, puisqu'elle vous arrive en face. Et quand on la prend et on la repose, on voit ce qui arrive. Donc on ne va pas la reposer sur une autre voiture. C'est pour ça qu'effectivement, nous on utilise ce système-là, c'est-à-dire qu'il se met face à la voiture. Et en plus, ça lui permet de mettre la voiture devant lui, bien alignée avec lui, et donc de ne pas dépasser le coude pour ne pas prendre de pénalité. Par rapport au Donc règlement, ça, ouais. je trouve que c'est intéressant de le faire de cette façon-là. Donc au niveau de la technique, c'est ce qu'on fait. Et pour ceux qui se demandent comment faire un ravitaillement, je les incite à suivre cette technique-là. Petit rebondissement, comment c'est les relations quand il y a des petits soucis, par exemple qui rate un plein ou qu'il oublie de te faire entrer ou qu'il y a un petit problème avec lui? Est-ce que c'est très tendu? Alors, avant, on communiquait très peu parce qu'on n'avait pas les casques. Donc on évitait de faire des grands dialogues en hurlant sur le podium, etc. Maintenant, c'est vrai qu'on a les casques. Moi, je trouve que c'est un outil, les casques, pour communiquer avec ces mécaniciens qui est très utile. Par contre, il ne faut pas en abuser parce que malgré tout, un pilote qui parle, ça le déconcentre. Donc, c'est un outil intéressant. Maintenant, il ne faut pas aller dans l'excès. Moi, personnellement, je n'ai jamais un mot plus haut que l'autre avec mon père. Je le respecte énormément et vice-versa. Si moi, je fais une faute, il ne va pas me le reprocher. Si lui fait une erreur, je ne vais pas lui reprocher. C'est une équipe. Comme je le dis très souvent, on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc aujourd'hui, c'est une équipe qui gagne, une équipe qui perd. Mais ce n'est pas le pilote qui gagne, le pilote qui perd, ou le mécanicien qui gagne, le mécanicien qui perd. Donc il y a un total respect entre nous. Et on s'engueule. C'est arrivé très rarement. Et de toute façon, les choses sont mises au clair directement. On se dit les choses et voilà, on discute. Mais il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de violence verbale entre nous, jamais. Voilà. J'imagine c'est parce que tu as mûri. Mais quand tu avais 10 ou 12 ans, tu devais peut-être pas réagir, tu devais pas tenir le même discours. Alors effectivement, la maturité est importante. Au départ, quand j'étais jeune, je te cache pas que j'avais parfois à chaud, spontanément, un petit peu un mot de trop. Mais là, mon père aussi a été quelqu'un de très intelligent. Il a fait mon éducation, donc il m'a aussi formé dans la RC. Et il m'a appris à me bonifier, à m'améliorer sur ce côté-là. Et moi, voilà, j'ai toujours beaucoup de respect pour mon père parce que c'est quelqu'un que j'admire. Pas du fait que ça soit spécialement, déjà c'est un bon pilote, il faut le dire, parce qu'il a quand même été champion de France en un cinquième, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui a toujours la bonne parole et quelqu'un qui est sage. Voilà, il a cette sagesse que d'autres n'ont pas, et pour ça j'ai été extrêmement bien entouré, et voilà, je lui dirai jamais assez merci. Voilà. Et allez, une dernière petite image, c'est le petit bandeau X-Ray. Voilà, tu fais partie maintenant de l'équipe X-Ray depuis combien de temps? Alors depuis très très longtemps, hein, maintenant, ça doit faire au moins, je ne vous dis pas de bêtises, au moins, je dirais au moins 6-7 ans. Ah oui, d'accord. Donc Moi, toujours en fait, via si vous Égout voulez, Racing aujourd'hui, ou... j'ai connu essentiellement Serpent et X-Ray. Je suis quelqu'un qui est assez fidèle et qui reste plutôt longtemps dans son team, parce que je pars du principe que un team, on y est par conviction, on y est parce qu'on aime la marque, on y est parce qu'on aime comment ça fonctionne humainement parlant. Et aujourd'hui, X-Ray fait des produits de très haute qualité, j'en suis très satisfait. Ils sont très hétéroclites, donc ça leur permet d'être sur le devant de la scène dans plusieurs disciplines, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. Et surtout, ça se passe très bien au niveau des échanges encore sur l'humain, à la fois avec X-Ray en tant que tel, mais aussi avec Yannick Egouin et son équipe. Et je les remercie aussi beaucoup. Et c'est pour ça que peut-être qu'on se dit, voilà, cette année, on n'a peut-être pas potentiellement la meilleure voiture, mais pour autant, moi, je ne prends pas de décision à chaud et je ne vais pas directement à la concurrence parce que j'aime la fidélité et j'aime faire confiance à mon équipe. Et je sais que s'il y a des changements et des améliorations à faire, je leur fais confiance, ils vont faire ce qu'il faut. Donc voilà, moi, aujourd'hui, je suis très bien chez X-Ray et je n'ai pas du tout envie de changer. Voilà. Alors, moi, j'ai une petite question tant qu'on est sur le thème X-Ray. Tu nous as dit en description que tu roulais sur une X-Ray NT1 2021. Alors, venant un petit peu j'ai beaucoup travaillé en agence de com, donc au niveau marketing, ça me fait un petit peu halluciner de voir 2021. Je voudrais donc que tu clarifies pourquoi 2021, aujourd'hui, sur ta voiture, pourquoi elle se nomme comme ça.
Alors c'est très simple. Avant la crise du Covid, donc début mars, la 2020 n'était pas encore sortie. Donc après il y a eu cette crise. Il y a eu tout ce qu'on sait derrière, c'est-à-dire que l'annulation de la plupart des courses, même la totalité. Je pense qu'ils se sont dit, voilà, vu que cette voiture ne va pas vraiment rouler en compétition cette année, on décale et on la place en tant que 2021. Ils n'ont effectivement pas eu la possibilité de la faire évoluer sur les circuits et sur les compétitions. Donc c'est pour ça qu'on est déjà au mois de mai. La saison, normalement, serait bien entamée. Ils ont basculé sur un modèle 2021. Je pense que c'était ça leur optique derrière, si tu veux. Ok. Vivi, c'est bon pour les photos, je crois. Eh oui, c'est bon, on a fait le petit tour de, Voilà. de toutes les photos que tu nous avais envoyées. Alors, donc cette grande présentation de Mickaël est terminée. Nous allons passer à la grosse partie réglage de cette interview. Donc, c'était un peu le thème. À la base, on devait le traiter sur ma chaîne YouTube, et puis on a décidé, au niveau à cause des problèmes de qualité Internet, de tout faire ici. Alors, avec Mickaël, donc il s'est proposé pour qu'on parle des réglages. Déjà, on va parler réglages de voitures de piste touring électrique et thermique. On va imaginer qu'un pilote qui ne sait pas trop bien régler sa voiture, donc comme beaucoup de gens quand ils arrivent dans des clubs, par quoi va falloir commencer quand on arrive sur une nouvelle piste. Donc pendant la préparation de l'émission, avec Mickaël, on a défini les points et l'ordre de ces points à régler. Et nous les avons classés avec Mickaël. Alors Mickaël, tout de suite, en premier point, quand tu arrives sur une piste, qu'est-ce que tu règles sur la voiture? Alors je pense que tout le monde, en tout cas beaucoup de gens répondraient cette réponse-là, les pneus. Parce que les pneus aujourd'hui, c'est 80% du châssis, donc c'est primordial. Donc effectivement, il faut régler ses pneus. Alors, pour le coup, les pneus, je peux vous en parler oui et non, parce qu'en fait, en 1/10 DTM électrique et en 1/10 piste nitro, sur les compétitions, nous, on a des pneus imposés. C'est-à-dire une marque de pneus qui est identique pour tout le monde, c'est-à-dire un chorage identique pour tout le monde, et pour la partie 1/10 nitro, où on évolue sur des pneus mousse et non pas des pneus caoutchouc, un diamètre de pneus défini également. Donc, on va dire que c'est un réglage qu'on ne peut pas vraiment changer. Donc, c'est difficile effectivement de jouer là-dessus. Par contre, si on a le loisir de pouvoir effectivement choisir le pneu qu'on souhaite, là, effectivement, il faut régler ça en priorité. Donc, grosso modo, le postulat de base, c'est de se dire, plus on a un pneu tendre, plus on va procurer du grip et de l'adhérence au châssis. Par contre, on aura une usure de pneus plus prononcée. Plus on a un pneu dur, plus on aura une voiture qui risque de glisser, moins adhérente, et plus on aura une usure moins prononcée. Par contre, j'émets quand même un petit bémol, c'est-à-dire qu'on peut aussi se dire, à partir de ce principe-là, si je mets des pneus durs, ma voiture va plus glisser, donc autrement dit, je vais plus consommer de pneus. Donc il y a deux sons de cloche. Soit on se dit, j'ai un pneu dur, il est plus dur, donc automatiquement, je vais moins consommer de pneus, ou alors, j'ai un pneu qui, effectivement, est plus mou, il va plus adhérer, il va moins glisser, et donc il va moins s'user. Après, je dirais que chacun a son avis sur la question, mais je pense que les deux idées se défendent. Voilà. Est-ce que, petite question, tant qu'on est sur les pneus, on devait parler un petit peu du traitement. Le traitement, tu le fais tout de suite, même si tu arrives sur une nouvelle piste Alors, il faut savoir une chose, c'est que le traitement en piste thermique 1/10, c'est interdit. Comme je vous l'ai dit, c'est imposé. Par contre, sur l'électrique, effectivement, c'est autorisé. Et là, j'invite tous ceux qui roulent dans cette discipline à bien sûr traiter parce que ça apporte un gain d'adhérence considérable. Après, le traitement, c'est de la chimie. Donc, pour faire simple, on a des produits de traitement plus agressifs que d'autres. Après, il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est le temps de traitement, plus ou moins long. Je vais vous donner un exemple d'une course que j'ai fait récemment, là, donc en début d'année 2020, le GP3F, le Grand Prix des Trois Frontières, qui est une course de renommée internationale avec les meilleurs pilotes internationaux. J'ai commencé à traiter avec le CS iGrip, là, le CS jaune, qui est un produit très agressif, qui donne beaucoup d'adhérence, avec un temps de traitement de 20 minutes. Ensuite, le fait qu'il y ait beaucoup de pilotes qui roulent sur la piste, ça a donné de plus en plus de grip à la piste, donc je suis parti sur un temps de traitement plus court en restant sur le même produit. Donc je suis passé de 20 à 10 minutes. Et au fil du week-end, la piste est encore montée en grip. Et donc là, j'ai décidé d'abandonner le produit de traitement CSI Grip qui est très agressif pour un produit
moins agressif. Donc je suis parti sur du LRP Carpet 3. Et pourquoi j'ai fait ça? Pour que la voiture soit moins engluée et qu'elle soit plus roulante et qu'elle soit moins, entre guillemets, scotchée à la piste. Parce une voiture aujourd'hui qui est scotchée, qui est trop engluée, c'est pas une voiture rapide. Donc il faut vraiment se dire, une piste, elle prend du grip petit à petit, et il faut évoluer avec ça sur les temps de traitement et sur les typologies de produits utilisés. Tout à fait. Ok, donc en premier, tu conseilles de s'occuper des pneus. En deuxième, tu m'as parlé de d'abord régler le rapport. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, moi, quand j'arrive sur une piste, donc les pneus, le rapport, c'est souvent un élément qu'on oublie, mais le rapport, c'est important pour tirer vraiment le meilleur de vos moteurs et de la puissance. Alors, en électrique, on va dire qu'il y a 3 paramètres majeurs par rapport au rapport. C'est tout d'abord ce qu'on appelle la chauffe moteur, parce que le rapport influence la chauffe du moteur. Ça va être également la puissance, c'est-à-dire plus on va mettre un rapport long, plus on va avoir de la vitesse de pointe. Plus on va mettre un rapport court, moins on aura de la vitesse de pointe, mais potentiellement plus de couple. Et également un autre paramètre, l'autonomie. Effectivement, plus on met long, plus on consomme, en termes de batterie, plus on met court, moins on consomme. Donc c'est toute une question de compromis. Donc ça va dépendre de la typologie de la piste, ça va dépendre de ce qu'on attend, est-ce qu'on veut de la puissance, est-ce qu'on va faire l'autonomie, est-ce qu'on préfère avoir du bas régime, du haut régime, etc. Donc là, encore une fois, c'est vraiment des compromis où il faut allier ces 3 paramètres, c'est-à-dire puissance, c'est-à-dire autonomie, c'est-à-dire chauffe-moteur, et c'est-à-dire même un 4e paramètre, la typologie de la piste. Tout à fait. Alors, ensuite, sur après la partie thermique, je vais négocier un peu les deux. Oui. En thermique, le rapport, en fait, va surtout au début s'adapter à la typologie de la piste. Parce que, bon, effectivement, le rapport influence la chauffe du moteur, mais moins, parce que là, on a la possibilité de pouvoir carburer le moteur plus ou moins pauvre, plus ou moins riche. Donc, c'est ce qui va permettre de le refroidir ou qui va chauffer plus, etc. Donc, l'idée du thermique, c'est d'avoir un rapport effectivement optimal. Alors, si une piste est grande, les gens vont dire je vais mettre un rapport plutôt long. Si une piste est courte, les gens vont dire je vais mettre un rapport plutôt court. Ça, c'est plutôt assez vrai. Mais pas uniquement. Il y a un paramètre qu'il faut aussi prendre en compte, c'est l'adhérence de la piste. Plus une piste a du grip et est adhérente, plus je vous conseille de raccourcir votre rapport. Parce que vous allez faire moins forcer votre moteur, il va être plus soulagé et il va moins chauffer parce qu'on va moins lui tirer dessus. Ça sera moins dur pour lui de relancer. Donc ça, c'est extrêmement important. Le grip de la piste influence le rapport. Plus vous allez avoir une piste glissante, là je vous conseille, à contrario, d'avoir un rapport plutôt long, de manière à avoir des remises de gaz, des réaccélérations plus souples et plus de stabilité à ce moment-là, et donc que ça soit plus confortable à piloter. Donc, ne prenez pas en compte que la typologie de la piste, oui c'est important, grande, petite, sinueuse, rapide, mais aussi prenez en compte le grip de la piste à l'instant T, et ce grip-là qui peut être évolutif, comme on en a parlé tout à l'heure avec les produits de traitement. D'accord. Ok. Alors en 3, après les pneus et le rapport, tu m'as dit il fallait, si on avait le choix entre plusieurs carrosseries, les tester. Oui. Alors du coup, je vais zoomer. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Alors voilà. Donc là, on est sur une X-Ray T4 2020 avec une carrosserie Extreme Twister. Donc moi, ce que je vous conseille au niveau de la carrosserie, en règle générale, on a toujours 2-3 modèles de carrosserie qui sortent du lot dans les différentes disciplines. Là, en l'occurrence, sur le 1/10 DTM électrique, ce qui est en vogue actuellement, c'est celle-ci, la Extreme Twister. Et également, on a toute la panoplie de chez Zoo Racing, avec la Hurricane, la Dogs Bollocks. Donc ça, ce sont des modèles de référence. Pour la partie piste 1/10 thermique, il y a actuellement 2 carrosseries aussi qui sont en vogue. C'est la Protoform P47 et la Extreme Hammer. Donc sur ces 2 disciplines, si vous avez ces modèles-là, déjà, vous êtes pas mal. Après, au niveau de la carrosserie, ce qui est aussi important, c'est l'avancement de la carrosserie. Comment vous allez la positionner. Donc, plus avancée ou plus reculée. Donc, vous voyez là, je l'ai positionnée avec mes plots, on met dessus, mais vous pouvez effectivement la mettre plus en arrière ou la mettre plus en avant. Plus vous allez avancer une carrosserie vers l'avant, plus vous allez vous donner de la directivité dans le virage. Plus vous allez la reculer
vers l'arrière, plus vous allez stabiliser votre train arrière. Vous aurez une voiture qui sera plus facile à piloter, mais peut-être un peu moins rapide parce qu'elle est un peu plus feignante dans les virages. Et tu es en train de dire qu'il y a des gens qui ont le même modèle de carrosserie, mais avec des trous placés différemment. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai été au GP3F en début d'année. J'avais 2 carrosseries Twister, une qui était un peu avancée et une qui était reculée de 2 mm. Et je peux vous dire que 2 mm, eh bien, ça influence réellement le comportement du châssis. D'accord. Un autre point que je voulais préciser, c'est aussi, au niveau des carrosseries, l'aileron. L'aileron, tout comme la carrosserie, vous pouvez l'avancer ou le reculer. Ça va grosso modo avoir la même influence. Plus vous l'avancez, plus vous aurez un arrière, excusez-moi, qui va être léger, donc plutôt mobile, et qui va vous donner donc de la directivité quand vous allez avancer l'aileron. Plus vous allez le reculer, plus vous chargez l'arrière, et donc plus vous allez avoir de la stabilité sur le train arrière, et donc une voiture facile à piloter. On a également un troisième paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on peut rajouter ici au niveau de l'aileron ce qu'on appelle des dérives. Donc des petites plaques Lexan qui vont vous apporter plus d'appui en latéral et donc plus de stabilité, notamment dans les transferts de masse et dans les appuis latéraux. Et ça, c'est un réglage, tu les ajoutes comment ça se passe? Là, il n'y en a pas, mais effectivement, on peut les rajouter avec notamment du double face. On peut les coller et les enlever assez facilement. Donc en fonction de la piste, de l'adhérence, là aussi, on peut jouer là-dessus. Et donc ça va donner de la stabilité dans les grands virages. Comment, Tony? Ça va donner de la stabilité dans les grands virages? Oui, sur les dérives, ça sera plutôt de l'influence sur des parties rapides comme des grandes courbes, tout à fait. D'accord. Voilà, donc là vous avez une carrosserie donc Extreme Twister, qui a d'ailleurs été faite récemment par mon peintre, BRZ Dercépation, donc je vous laisse admirer le design, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, si vous cherchez un peintre, n'hésitez pas de prendre contact avec BRZ Dercépation. Et je lui fais un petit coucou, je crois qu'il est dans le chat, donc voilà. Il y était, il a dit qu'il avait du travail. Donc voilà un peu pour les carrosseries. Après, il y a aussi un paramètre qu'on peut envisager. Tout comme la voiture, vous pouvez changer l'assiette de la carrosserie. Donc je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Par exemple, on peut potentiellement remonter un peu l'arrière comme ça. Si vous remontez un peu votre carrosserie comme ça sur l'arrière, vous allez avoir une assiette plus plongeante et donc potentiellement plus de directivité en entrée de virage. Par contre, on va alléger l'arrière. Donc autrement dit, on aura encore un train arrière qui sera plus mobile et baladeur, tout à fait. Aussi. Alors après, les pneus, le rapport, le choix de carrosserie, tu m'as dit travailler sur les amortisseurs. Tout à fait. Donc les amortisseurs. Alors, les amortisseurs, c'est quelque chose qui a quasiment de plus complexe aujourd'hui dans la RC. Je vais zoomer comme ça, je ne sais pas si vous voyez les amortisseurs à l'avant. C'est parfait. Alors, il faut savoir que je vais plutôt parler de ressort dans un premier temps, ensuite de viscosité d'huile. Je ne suis pas certain qu'on ira dans le détail des pistons parce que c'est quand même beaucoup plus pointu. Grosso modo, au niveau des ressorts, plus vous allez mettre des ressorts souples, plus vous allez amortir. Par contre, le châssis prendra plus de roulis. Ce qu'on appelle du roulis, c'est cet effet-là. Comme un bateau, le tangage. Exactement, tout à fait. Plus vous allez raffermir vos ressorts, donc plus dur, plus raide, plus vous allez stabiliser le châssis, mais ça va occasionner une perte d'adhérence. Donc on aura moins de roulis, donc moins cet effet bateau, on aura moins de motricité, par contre on aura une voiture qui sera plus réactive autour d'une autre et qui aura plus de réponse au niveau directionnel. Donc voilà pour la partie ressort. Je ne vais pas aller plus loin, parce que je trouve que déjà ça résume bien. Je vais vous parler après de la viscosité de l'huile. Alors déjà, ce que je vous invite à faire au niveau de l'huile, de la viscosité, clairement, c'est de toujours garder, quand vous changez d'huile, la même marque et surtout la même valeur de référence. Vous le savez sans doute, on a ce qu'on appelle la valeur CST et la valeur WT. Bon, moi, je parle qu'en CST parce que je n'utilise que ça, et je sais qu'il y en a qui utilisent du WT, et on peut avoir des tableaux de comparaison pour savoir les équivalences. Alors, pour les huiles, une huile fluide va favoriser la motricité, va favoriser l'amortissement à basse vitesse et le comportement incisif du châssis. Mais, de la même façon que les ressorts, votre voiture sera davantage soumise à la prise de roulis. Donc, comme on l'a dit, l'effet bateau.
Si vous mettez une huile plus dure, ça va stabiliser le châssis, ça va diminuer le roulis, ça peut aussi gommer les aspérités de la piste, donc les trous par exemple, mais vous allez perdre un peu le côté incisif du châssis et de la motricité. Donc en gros, plus dur, plus épaisse est l'huile, on a moins de traction, plus de stabilité, moins de direction, plus de réponse. De la même façon, dans les amortisseurs, vous avez des pistons. J'en parle juste rapidement. Soit vous pouvez modifier les pistons en termes de nombre de trous, vous mettez plus de trous, mais d'un diamètre équivalent, ou alors vous restez sur le même nombre de trous, mais avec des pistons de diamètre plus gros. Grosso modo, plus vous avez une surface de piston où il y a des trous de gros diamètre ou plus de trous, donc plus d'huile passe, ça va vous ramollir votre amortisseur. Plus vous mettez des pistons avec des trous de faible diamètre et moins de trous, ça va vous durcir vos amortisseurs. Donc si par exemple, je prends un exemple, vous avez des pistons différents, mais vous avez par exemple, vous voulez faire un test, vous n'avez pas une huile plus dure, vous pouvez potentiellement par exemple mettre 2 trous au lieu de 3 trous, ça vous donnera une tendance. Ok. Pour les réglages des positions d'amortisseurs, on en parle maintenant ou on en parlera avec le centre de roulis? On peut en parler maintenant. Plus vous allez lever les amortisseurs, donc là on a des ancrages, il y en a 3, là on est au milieu. Plus vous allez les lever, plus vous allez procurer du grip au châssis. Par contre, vous pouvez être soumis à un décrochage violent et imprévisible. Plus vous allez les coucher, plus vous aurez une voiture qui devant par exemple va être beaucoup plus neutre, qui va prendre plus de roulis, parce que quand on les couche, ça revient à dire qu'on les ramollit, quand on les lève, ça revient à dire qu'on les durcit. Et donc vous allez avoir potentiellement moins de grip sur le train, mais par contre une voiture qui sera plus prévisible et qui sera un peu moins vive autour d'une autre, moins réactive, et donc du coup plus facile à piloter. D'accord. Ok, alors on a fini avec la partie amortissement. Donc lorsqu'on arrive sur une piste, qu'est-ce qu'on doit régler? Tu nous as dit les pneus, ensuite le rapport, le choix de carrosserie, l'amortissement. En cinquième, les barres anti-roulis. Tout à fait. Alors les barres anti-roulis qui sont pour moi un élément important. Donc il y en a 2. Donc ici vous en avez une, je ne sais pas si vous la voyez, elle est là. Donc on a une barre à fil, hein, juste là. Donc cette barre à fil, vous pouvez soit la mettre de diamètre plus épais, soit plus fin. Et de la même façon sur le train arrière, sur la T4, vous avez aussi la barre anti-roulis arrière qui est ici. Je vais plutôt la laisser comme ça parce qu'on voit mieux là la barre anti-roulis. Hein. Oui, alors si tu peux nous donner un petit peu les influences des diamètres des barres anti-roulis et puis le comportement. Alors, sur les barres anti-roulis, concernant la barre arrière, celle qui est sous vos yeux, plus vous allez l'assouplir, plus vous allez avoir une motricité qui sera meilleure, une voiture plus agile dans les parties lentes et moins stable à haute vitesse. Plus vous allez la durcir, vous allez perdre en motricité, vous allez avoir un gain de stabilité dans les parties rapides et vous allez perdre de la direction sur la phase entrée de virage. Donc ça, c'est pour la partie arrière. J'en viens maintenant à la partie avant. Si on assouplit la barre anti-roulis avant, on va avoir une voiture qui va être plus facile autour du neutre, donc autour de la direction. Par contre, une voiture moins précise, plus de directivité en milieu de virage, et on va perdre un petit peu en motricité. Plus on va durcir la barre anti-roulis avant, là dans ce cas-là, on va avoir une voiture plus vive, avec une meilleure entrée de virage, par contre moins de directivité en milieu de virage, et on va également gagner en motricité. D'accord. Si on te dit, tiens, tu vas aller rouler sur telle piste, elle est très glissante, et une autre qui est très accrocheuse, est-ce que tu sais à peu près ce que tu vas faire à l'avance? En règle générale, sur une piste glissante, on va plutôt prioriser des barres anti-roulis assez souples, et sur une piste très accrocheuse, des barres anti-roulis un peu plus dures. Après, sans vraiment avoir essayé la voiture sur la piste, c'est compliqué de dire à l'avance, mais ça reste une généralité que je dis, hein. C'est pas non plus une science exacte. Hein. Non, mais ça se recoupe avec ce que moi je faisais en tout terrain. Tout à fait. Alors ensuite, après les barres anti-roulis, tu vas travailler sur les différentiels. Tout à fait. Ou les spools. Explique-nous. Très important sur des voitures comme celle-ci, hein, que ce soit la X-Ren T1 ou la T4. On est sur du 4 roues motrices, donc les différentiels sont très importants. Alors, sur la T4,
Là, vous voyez ici, vous avez un spool. Et j'arrive pas à tourner les roues, c'est bloqué. Donc, qu'est-ce qu'un spool? C'est du chinois, hein. Complet. Tout à Alors, un fait. spool, on pourrait dire que c'est un arbre rigide, déjà, ça sera plus parlant. Et donc, un spool, aujourd'hui, c'est une pièce qui remplace le différentiel ou la roue libre. Et ça va permettre donc aux roues avant et arrière de tourner à la même vitesse sans effet de différentiel ou de glissement. Alors, je souligne que là, sur la T4, on a un spool. Par contre, sur la NT1, donc la piste thermique, 1/10, on n'utilise quasiment jamais le spool. C'est toujours des différentiels. Et force est de constater que la plupart du temps, quand même, on a des différentiels plutôt que des spools sur les voitures. D'accord. Moi, je me suis posé une question basique, hein, mais pourquoi dans les conceptions des touring électriques, ils mettent des spools et pas des diffs? Alors, je pense qu'ils ont fait ça parce qu'aujourd'hui, les moteurs en termes de puissance ont beaucoup évolué. Et donc, ça permet de passer la puissance. Et il est clair qu'aujourd'hui, si on priorise un arbre rigide par rapport à un différentiel avant, on va gagner en motricité, ça c'est certain. Par contre, vous constaterez, si vous essayez les deux, vous vous amuserez à le faire si vous voulez, hein, de mettre un différentiel et après un spool, vous allez avoir une voiture avec un arbre rigide qui va tourner beaucoup plus carré, qui sera moins ronde dans les virages. En fait, vous avez l'impression de tourner un peu par facette. D'accord, d'accord. Mais c'est vrai que moi qui ai pratiqué un petit peu de camion Tamiya en salle, j'avais vu que les gens bloquaient quasiment le différentiel avant, sans le bloquer, mais mettaient des pattes genre UDI à l'intérieur pour quasiment les transformer. Et là, vous avez le différentiel, vous voyez, donc, qui est un différentiel en 5000. Je l'ai noté dessus parce que souvent, je me prépare des différentiels à l'avance. D'ailleurs, c'est une Donc, petite astuce, hein, c'est de noter au stylo blanc comme ça. voilà. Et pour les différentiels, ce que je peux vous dire, en règle générale, sur les DTM électriques, donc les voitures comme celle-ci, on utilise très souvent 5000, c'est passe-partout. On peut aussi, maintenant, avec les nouveaux modèles qui ont le moteur au centre, avoir des diffs un peu plus durs, donc des diffs 7000. Donc j'ai roulé par exemple en 7000 au GP3F parce qu'il y avait beaucoup de grip. Et sur les pistes 1/10 thermiques, en tout cas pour la X-Ray, sur la NT1, en règle générale, moi je roule très souvent avec un diff 80 000 derrière et 500 000 devant. Oui. Et en règle générale, j'ai de près dans ma caisse sur le thermique, pour l'arrière, 60, 80 et 100 000. Et sur l'avant, 300 000, 500 000 et 1 million. J'utilise que de l'huile X-Ray ou UDI de même marque, parce que ne vous amusez pas à, par exemple, avoir un diff en 5000 de marque Ultimate et après de passer à un diff 7000 de marque X-Ray. Parce que ça peut vous enduire en erreur. Pardon. Ok, c'est bon pour la partie différentielle. Alors, je vais quand même préciser les incidences quand on durcit et ramollit. Oui, on l'a pas dit, ouais, tout à fait. On a zoomé sur le spool, mais pas trop sur les viscosités au niveau des différentiels. Alors, au niveau du train avant, plus vous allez durcir le différentiel, plus vous aurez de la motricité. La voiture sera moins sous-vireuse en sortie de virage, donc en phase de réaccélération. Elle sera plus sous-vireuse en entrée de virage. Donc quand je dis sous-vireuse, ça veut dire moins de directivité. Quand vous allez ramollir le différentiel avant, vous aurez plus de directivité en entrée de virage. Par contre, la voiture sera plus sous-vireuse en phase de réaccélération en sortie de virage. Donc ça, c'est pour le train avant. Concernant le train arrière, plus vous allez ramollir votre diff, vous aurez une voiture qui sera stable, qui sera facile à piloter à la réaccélération. Par contre, vous allez avoir une voiture qui va être plus directive au lâcher de gaz. C'est-à-dire que l'arrière va avoir tendance à passer sur l'avant. Par contre, si vous durcissez le différentiel arrière, là, vous allez avoir une voiture qui tourne plus en sortie de virage, vous aurez plus de conditions de motricité, mais ça va être quand même tributaire du grip de la piste. C'est-à-dire que de la motricité, vous en aurez plus, oui, mais à condition que le grip de la piste soit présent. Si on est sur une piste glissante, vous durcissez le différentiel arrière, vous n'allez pas plus motricer. Hein. Donc sous réserve d'avoir du grip sur la piste. Ah, on a perdu Tony, je crois. Ah oui, effectivement, Ouais. je ne le vois plus à l'écran. Il a disparu. C'est pas grave, hein, je peux te donner la partie 7 du coup, Oui, tout à fait. qui est donc le pincement, l'ouverture et le carrossage. Alors, pour ceux qui ne savent pas,
le pincement, c'est quand je pince des roues, je ne sais pas si vous voyez bien là, je les remets vers l'intérieur, comme ça. Je les rentre vers l'intérieur. L'ouverture, mes roues, je les ouvre vers l'extérieur. Donc ça, c'est pour le pincement et l'ouverture. Au niveau du carrossage, donc là par exemple si j'ai mes roues, c'est soit du carrossage négatif, soit du carrossage positif. Donc j'ouvre mes roues au niveau d'un plan vertical, vers l'extérieur ou je les mets vers l'intérieur. Voilà, donc ça c'était pour la partie pincement. Et ouverture et carrossage. Alors, grosso modo au niveau du pincement, ce qu'on peut dire, sur le train avant, si on met du pincement, on va favoriser les sorties de virage et la stabilité du train avant. Mais on va perdre en directivité. Alors pour tout vous dire, du pincement sur le train avant, on n'en met quasiment jamais. Quelle que soit la discipline et la catégorie. Donc on met en général par contre de l'ouverture sur le train avant. Donc l'ouverture, elle va favoriser la directivité, surtout dans les entrées de virage, mais on va perdre en sortie de virage et en stabilité. Sur le train arrière, le pincement, c'est ce qu'on met aussi le plus souvent. On met quasiment jamais d'ouverture sur le train arrière, c'est l'inverse. Donc quand on met du pincement sur le train arrière, on va stabiliser et augmenter la motricité du châssis, mais on va perdre en directivité et à trop forte dose, la voiture aura tendance à décrocher violemment. Donc il ne faut pas en abuser. En règle générale, on reste sur des valeurs de pincement arrière qui ne vont pas aller au-delà de 3 degrés. Et pareil, la valeur de base d'ouverture à l'avant, c'est en règle générale 1 degré. 1 et 3, c'est des valeurs de base, donc vous pouvez partir là-dessus. Au niveau du carrossage, alors, le carrossage, faut savoir que le carrossage positif à l'avant, c'est très très peu utilisé. On met souvent du carrossage négatif. Donc pour un train avant, quand on met du carrossage négatif, on va augmenter la directivité et la motricité. Et sur un train arrière, quand on met du carrossage négatif, parce que là c'est pareil, on ne met jamais de carrossage positif à l'arrière, et on va augmenter l'adhérence et la motricité. Donc si vous voulez des valeurs de base, sur une DTM électrique, en règle générale, on met, comme on est sur des pneus caoutchouc, les mêmes valeurs avant et arrière de carrossage. On part sur 2 degrés avant, 2 degrés arrière. Sur une piste 1 dixième thermique, donc sur la X-Ray, la MT1, en règle générale devant, je suis sur un carrossage à 2 degrés, et derrière, ça fluctue entre 3 et 4 degrés. Okay. Comme on est sur des pneus mousse en thermique, ce qu'on regarde essentiellement, c'est comment s'use le pneu. Est-ce que c'est trop conné? Est-ce que c'est pas assez conné? Et en fonction de ça, on adapte notre valeur de carrossage. Ok. Alors, on va passer à l'avant-dernier point, le dernier, le centre de roulis. Oui, alors, le centre de roulis, vous allez le régler par des cales. Je ne sais pas si vous voyez, alors là, vous n'allez pas le voir, mais on va le regarder derrière. Alors, je pense que pour des débutants, déjà, c'est quoi le centre de roulis? Alors, le centre de roulis, en fait, c'est quand vous montez vos triangles ou vous les rabaissez. Ça va varier sur le centre de roulis. Par contre, il faut toujours, comment vous expliquer ça? Il faut raisonner à l'inverse. C'est-à-dire que quand vous montez votre triangle, vous baissez votre centre de roulis. Quand vous descendez votre triangle, vous remontez votre centre de roulis. Donc, il faut faire attention parce que ça peut être piégeux, ça. Donc là, vous voyez, vous avez des cales. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Oui. Dans lequel les axes de triangle vont venir. Donc là, avec ces cales-là, vous pouvez soit monter le centre de roulis, soit le rabaisser. On peut aussi jouer en latéral, intérieur, extérieur. Mais je vais essentiellement parler de monter et de descendre, parce que c'est déjà assez complexe. Donc, grosso modo, ce que je peux vous dire, quand on abaisse le centre de roulis au niveau du train avant, on va avoir plus de directivité en phase d'accélération, on aura une auto moins réactive, et ça peut être un bon choix pour les pistes lisses, avec beaucoup de grip, et des virages rapides. Si j'abaisse le centre de roulis à l'arrière, on va avoir plus de grip à l'accélération, moins de grip en phase de freinage. Ça va permettre au train arrière de prendre plus de roulis en entrée de virage, et donc ça va permettre d'enrouler plus facilement. Ça va également augmenter la motricité, ça va réduire la sollicitation sur les pneus arrière, et ça peut être un bon choix pour les pistes à faible grip. Sur le train avant, si on surélève le centre de roulis.
On aura moins de directivité en phase d'accélération, on aura une auto qui sera plus réactive, ça permet d'éviter le roulis en cas de grippe important, et ça peut être un bon choix justement pour les pistes avec des changements d'appui rapides. De la même façon, sur le train arrière, si vous surélevez le centre de roulis, vous allez avoir moins de directivité en phase d'accélération, une auto plus réactive, ça va permettre d'éviter le roulis en cas de grippe, de fort grippe, et ça peut être un bon choix pour les pistes avec des changements d'appui rapides. Voilà ce que je peux vous dire sur le centre de roulis. Oui, alors ça Le va. centre de roulis, donc, vous le changez par la position des triangles, plus ou moins haut, ici, et sur le train avant également, vous ne voyez pas, c'est sous le pare-choc, mais c'est là, juste là, là, vous avez effectivement aussi un système de cale pour monter ou descendre. Alors, du coup, comme on était de toute façon sur la fin, on va passer aussitôt aux questions du chat, puisque les questions en plus sont quasiment sur cette partie-là. Est-ce que ça a une incidence sur la prise de carrossage à l'enfoncement? Oui. Quand aujourd'hui vous changez votre centre de roulis, il faut nécessairement refaire un banc de réglage et re-régler le carrossage. Ah d'accord. Tout à fait. C'est extrêmement important parce que ça modifie les angles et il faut refaire un banc pour checker, contrôler tout ça. Y a-t-il une incidence sur la largeur des voies, demande Jean-Laurent Ripoll. Alors, c'est aussi important de la checker. Normalement, si vous restez sur une latitude verticale, ça ne devrait pas influencer, mais c'est quand même mieux de le checker. Donc la voie et le carrossage. Par contre, effectivement, comme je vous l'ai dit au niveau de l'arrière, là, vous pouvez aussi jouer de cette façon-là, c'est-à-dire d'écarter les triangles ou de les refermer vers l'intérieur. Là, pour le coup, je vous invite effectivement à revoir votre voie. Moi, j'ai une question de moi-même. C'était, tu passes souvent ta voiture au banc? Alors, non, pas extrêmement souvent, à part si effectivement je fais des réglages qui peuvent avoir une influence. Là, je refais un banc. Ou alors, souvent, par exemple, après les essais, avant les manches de qualif, je refais un check-up complet, je la passe au banc. Par contre, en DTM électrique, ce que je fais très souvent après chaque run, c'est que je retweak la voiture. Donc, en gros, je la mets à plat, je desserre ici le X carbone, je rappuie sur les deux trains, sans les roues bien sûr, et je refixe le X carbone. Et après, je refais mes butées basses. Parce que ça, c'est quelque chose, sur cette discipline-là particulièrement, qui bouge beaucoup. Donc, je vous invite à effectivement contrôler, après chaque pack d'accu, vos butées basses. Ok, du coup, ça induit sur la question qu'on n'avait pas abordée. Si tu peux nous dire brièvement le réglage, l'influence des réglages de butée basse. Oui, alors, les butées, en fait, quand on bride, c'est-à-dire qu'on va augmenter la valeur sur vos cales de réglage de butée, donc la voiture, elle remonte moins. Quand on débride, la voiture, elle va remonter plus, et on va diminuer la valeur sur vos cales de réglage. Parce que ça aussi, il ne faut pas s'y perdre, c'est pour ça que j'ai précisé tout ça. Grosso modo, butée avant, quand je vais brider, j'augmente ma directivité à haute vitesse, j'augmente le sous-virage en phase de début d'accélération, et je diminue le sous-virage en sortie de virage. Quand je débride les butées avant, je diminue la directivité à haute vitesse, je diminue le sous-virage en phase de début d'accélération et j'augmente la stabilité en sortie de virage. Et pour l'arrière, c'est venu tout seul avec l'expérience ou tu avais lu des documents et ça t'a permis d'apprendre toutes ces choses-là? Alors, il y a les deux. Je me suis renseigné de manière théorique et je l'ai aussi testé de manière pratique. Parce que parfois, c'est bien de tester par soi-même aussi. Et sur les butées arrière, donc quand je vais brider, donc je bride, c'est-à-dire que la voiture remonte moins, j'augmente la stabilité au freinage, donc à la décélération, et je augmente la stabilité en entrée de virage. Et pour finir, sur les butées arrière toujours, quand je débride, donc quand on débride, et ben la voiture remonte plus, là je vais diminuer le sous-virage en entrée de virage, et je vais augmenter la directivité, notamment dans les virages lents. Grosso modo, je conseille de brider sur des pistes planes, je conseille de débrider sur des pistes bosselées. Ok.
Allez, Vivi, là, un petit toit. Je te réveille un peu, Non, Vivi, non, là. je suis toujours là, C'est des t'inquiète questions. pas. Non, non, je regardais s'il y avait des questions. Alors, vu que je ne sais pas ce que c'est, je vais la poser. Il y a Polo Legaz, que du coup, ben, j'en profite pour lui faire un petit coucou, qui demande comment utiliser l'ARS. Alors, pour être très transparent avec lui, vu que moi, le 10e DTM électrique, c'est pas ma catégorie de prédilection, hein, c'est le 10e thermique, hein, comme vous le savez. J'en fais essentiellement en indoor, donc en compétition. Je vais lui répondre que je ne peux pas te dire, parce que pour être très clair, je ne l'utilise pas, moi. Je ne l'ai jamais testé, donc je ne vais pas te répondre quelque chose que j'ai jamais testé. Ça me semble, entre guillemets, pas de bon conseil. Alexandre Duché sera là mardi. C'est le spécialiste un 10e DTM électrique, je pense qu'il pourra te répondre. Tout ce que je sais, c'est que peu de pilotes l'utilisent. Du coup, ma question est qu'est-ce que l'ARS? Tony, tu Alors, te Il n'y a pas moques. répondu, hein. alors attends, mais pour repartir sur la voiture, l'ARS, c'est un système de géométrie variable. C'est-à-dire que quand tu freines et quand tu raccélères, ben, entre guillemets, les roues bougent et s'adaptent à des angles différents. D'accord. Voilà. De manière simple, c'est ça. Alors que là, par exemple, si tu mets 3 degrés de pincement sur ton train arrière, si tu veux, bah, sur un système non ARS, ça reste à 3 degrés. Quoi. C'est pas évolutif. En fonction des à-coups d'accélération ou de freinage que tu mets à la voiture. Voilà. Et Ok. Vivi, ça fait ça sur ton buggy quand tu oublies de serrer les écrous à l'arrière. Oui, ça peut faire un système de géométrie variable aussi. Ça m'arrive souvent, ça en plus. Voilà. Basile Concialdi dit tu l'utilises pas, c'est plus simple. Oui, salut Basile. Et ben ouais, effectivement, je pense que Basile est un peu de mon avis. D'ailleurs, je pense qu'il dirait que c'est une usine à gaz. Ah, je pense qu'il va nous répondre dans la foulée. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Réglage débuté, hauteur de caisse, position des pieds nets, incidence de largeur des voies, réglage prise de carrossage. C'était des questions qui ont été traitées du coup pendant le live. Et du coup, ma question est, vu que je ne connais pas du tout la catégorie, imaginons que demain je veux me lancer là-dedans. Dans mon entourage, on me dit toujours la piste c'est cher, la piste c'est cher. Est-ce que c'est vraiment cher? Alors, le plus gros budget, j'ai surtout parlé de la partie thermique, hein, parce que Mhm. c'est celle pour laquelle je suis sponsorisé aujourd'hui essentiellement et celle que je fais en priorité. Hein. Comme je vous l'ai dit, l'électrique, j'ai fait un focus dessus parce que là, j'avais pas de thermique sous la main, donc c'était pour avoir une voiture sous les yeux Mhm. avec le confinement. Non, c'est pas particulièrement cher. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, si vous prenez par exemple une manche de championnat de France, les pneus, vous les payez 12 euros le train. C'est franchement pas cher. Le Mhm. train, je parle, hein, c'est-à-dire Les 4 ans. deux pédales. Non. Vous allez utiliser à peu près 8 trains dans la course. Donc 8 fois 12, c'est pas hors de prix. Mhm. Ce qui est aujourd'hui le plus cher sur le thermique, c'est la partie moteur. Parce que la partie moteur, il faut être soigneux avec, c'est-à-dire qu'après chaque roulage, que ce soit en loisir ou en compétition, le moteur, il faut le démonter, il faut le vérifier, il faut vérifier les roulements, il faut vérifier la bielle. Il faut être dans la prévention, c'est-à-dire que si la bielle a 5-6 litres, même si elle a plutôt bon aspect, elle n'a pas beaucoup de jeu, Mhm. bah, on la change pour prévention. Si on est assez soigneux avec ça, des moteurs, moi j'en casse très peu. Hein. Donc il y a beaucoup qui disent voilà, c'est de 2,1 cm3, c'est fragile, ça tourne très vite. C'est pas faux. Mais aujourd'hui, ça a quand même bien évolué. Il y a de moins en moins de casse. Et franchement, c'est pas plus cher qu'une autre catégorie. Hein. Je prends l'exemple de la piste 1/5. Si vous roulez en Ouais. élite, aujourd'hui, ils mettent un train de pneus pour chaque manche, que ce soit des essais, des qualifs ou des remontées et des finales. Un train de pneus, c'est 60 euros. C'est quasiment le budget que ça me coûte moi pour une manche championnat de France en pneus sur la totalité du week-end. D'accord. Tu fais combien de litres à peu près avec un moteur du coup? J'ai des moteurs aujourd'hui qui ont 20 litres. Il n'y a pas de science exacte par rapport à ça. Plus on les entretient, plus ça dure. Après, il est vrai qu'un moteur, à un moment donné, la chemise piston, elle s'use. Il est moins étanche. Quand le piston, clairement, il passe en dessus de la chemise, là, il faut arrêter. Quoi. Mais on peut faire 20-25 litres avec des moteurs. Après, aller au-delà, ça commence à devenir compliqué. Même si on est dans la prévention, parce qu'on peut changer les roulements, les bielles, mais l'usure de la chemise piston, ça, on ne peut pas aller contre. D'ailleurs, est-ce que tu refais tes chemises pistons? Non. Est-ce que tu les changes, je veux dire? En règle générale, non. Ça m'est arrivé quelques fois quand j'avais de très très bons carters, parce que parfois on tombe sur des très bons carters, très bien alignés, très bien appairés, de remettre une chemise piston dedans, mais comme c'est pas la chemise piston qu'on a eue avec le moteur tel qu'il a été fabriqué, bien souvent le rendu est pas pareil.
Ok. On a une question de Arnaud Mess qui nous dit: est-ce que les barres anti-roulis à couteau ne sont plus utilisées en piste? Alors c'est vrai que, salut Arnaud, merci d'être avec nous déjà. C'est vrai que au début on avait beaucoup de barres à couteau, barres anti-roulis à couteau, Mhm. et maintenant on a basculé quasiment que sur des barres à fil. Alors je sais qu'il y a des marques comme Capricorn qui font un mixte, c'est-à-dire une barre qui est à la fois filaire et sur le devant qui fait comme une barre à couteau. Ils appellent ça une barre F1. Nous, en tout cas, sur les X-Ray, on n'utilise que des barres à fil et plus les barres à couteau parce qu'on a trouvé qu'avec les barres à fil, les voitures étaient plus rondes dans le virage, hein, elles tournaient moins à facettes, un petit peu comme un arbre rigide, et surtout qu'on avait des voitures qui tenaient plus la corde en milieu de virage. Donc c'est pour ça que maintenant, la mode et la dynamique, elle est sur des barres à fil. Il y a une question de Jean-Laurent Ripoll qui est pas innocente pour les gens qui pratiquent pas le nitro. Quand tu dis 20-25 litres avec un moteur, en gros pour eux c'est combien de week-end? Alors, faut faire le calcul. C'est des réservoirs de 75 millilitres. 75 millilitres, c'est 5 minutes. 750 millilitres, c'est 50 minutes. 7 litres 5, ben, c'est 10 fois plus. Donc, après, je vais faire le calcul. En gros, 750 millilitres, c'est 5 minutes d'utilisation. Donc, j'ai pas une calculatrice sous la main, mais après, à vous de faire la conversion. Jean-Laurent Ripoll, à toi de faire le calcul. Voilà. Il y a une question de Nico Nico. Faut-il obligatoirement un mécano attitré pour participer au CF ou l'entraide est bonne? Alors, non. J'ai envie de souligner une chose. En piste indixième thermique, j'ai côtoyé d'autres ambiances sur d'autres disciplines et je ne leur jette pas la pierre, bien au contraire, mais en piste indixième thermique particulièrement, il y a une extrêmement bonne ambiance. C'est-à-dire qu'on n'a pas de rivalité entre les différentes marques. Aujourd'hui, on est vraiment. Voilà, l'accueil est très chaleureux, les gens sont bien dans l'entraide, dans la synergie. On est là avant tout pour s'amuser, même s'il y a une compétition derrière. Et moi aujourd'hui, je suis ami avec tout le monde dans le paddock, quoi. C'est-à-dire qu'on déconne. Voilà, quand c'est la course, c'est la course, mais on sait aussi à côté avoir des moments où on déconne, où on se détend, etc. Et je vous invite vraiment à venir dans cette discipline parce qu'elle est peu connue, malheureusement, mais c'est une super discipline où il y a une super ambiance. Et vous serez accueillis à bras ouverts, vous serez aidés, vous serez conseillés. Donc venez nous voir, n'hésitez pas. De toute façon, c'est un conseil, si vous pratiquez pas les courses, c'est le matin, si vous vraiment vous faites votre première course, et vous arrivez sur une course, vous serrez la main à tout le monde, vous dites bonjour gentiment à tout le monde, et à partir de là, le dialogue va se créer facilement, et vous trouverez avec qui parler facilement, puis les gens, vous leur demandez poliment, et ça viendra naturellement l'entraide. Vous savez, pour ceux qui font du loisir, et ceux en tout cas qui attaquent la compétition, bien souvent, ils hésitent, ils ont un petit peu peur, ils n'osent pas aller voir les pilotes qui ont une certaine notoriété. Donc en dixième thermique, par exemple, ça peut être un Basier Concialdi, un Brice Turcot, un Kevin Raskin, un Quentin Leroux, un Thomas Guillon, un Michael Derderian, et j'en oublie certainement d'autres. Tous ces gens-là sont très accessibles et très simples. Donc j'ai envie de vous dire, je vais passer un message, n'hésitez pas à aller les voir, ils vont vous accueillir à bras ouverts, que ce soit autant eux que leurs mécaniciens, et ça leur fera vraiment un plaisir de vous aider. Donc voilà, soyez pas dans le stéréotype, pensez pas une chose qui n'est pas totalement vraie. On est des gens très accessibles, très simples et très humbles, donc faut pas hésiter. Et justement, quelqu'un qui voudrait débuter en piste, qu'est-ce que tu lui conseillerais? On parle thermique, hein, puisque de toute façon on abordera l'électrique plus avec Monsieur Avec Duché. Alexandre, ouais. C'est-à-dire en termes de matériel? Ouais, en termes de matériel, d'entrée de... Enfin, vraiment, vraiment pour commencer, quoi, sans partir dans le top du top, les excès, quelque chose qui tient la route en se faisant plaisir. Alors aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est qu'en termes de piste indienne thermique, il n'y a quasiment que des modèles compétition. Il n'y a pas de Il y a très peu RTR. de modèles loisirs qui tiennent vraiment la route. Euh, Toutes les marques sont intéressantes, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une X-Ray marche très fort, une Capricorn marche très bien. C'est aujourd'hui ce qu'on retrouve le plus sur le plateau, hein, X-Ray et Capricorn. Donc j'ai envie de leur dire de rester plutôt sur ces domaines-là, ces marques-là, parce que vous serez le plus aidé par des pilotes qui roulent sur ces marques. Après, il y a aussi Mugen qui marche très bien. Kyosho, on les voit moins, sur cette discipline-là en tout cas. Les occasions aussi. Comment? Les occasions? Oui, des occasions. Après, on n'est pas obligé d'avoir une voiture neuve, c'est-à-dire qu'on peut avoir très bonnes occasions de pilotes
qui revendent en fin d'année leur voiture, hein, notamment des pilotes qui sont soigneux, hein, qui font le championnat de France. Et vous pourrez acheter par exemple une MT1 2019 et vous ne serez pas du tout largué avec ça, même en 2020. Vous pouvez très bien acheter une Capricorn 2019 et vous ne serez pas non plus largué en 2020 avec ça. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir le dernier cri en termes de modèle. Il y a de très bonnes occasions, vous n'allez pas les payer très cher, parce que souvent, ces pilotes-là ne veulent pas vraiment se faire d'argent, c'est pas le but, c'est vraiment de rendre service et se débarrasser, entre guillemets, de ce modèle-là pour prendre le dernier en date. Donc voilà, vous pouvez trouver de très bonnes occasions sur ces différentes marques. Ok. Oui, c'est vrai que Après, par contre, je mets un bémol, c'est sur la partie motorisation, je vous conseille quand même de prendre des moteurs neufs. Parce qu'on ne connaît pas l'utilisation. Pas vraiment, même si la personne vous dit le nombre de litres, on ne sait pas comment il était entretenu, etc. On peut avoir des mauvaises surprises. On arrive aujourd'hui à trouver des moteurs pas nécessairement très chers, hein, à 200, 250 € qui fonctionnent, sans aller dans le top du top à 400 ou 450 €. Voilà, la base Nova Rossi, aujourd'hui, c'est une base qui est très facile à régler quand on débute. Des moteurs assez stables, donc prenez du Nova Rossi. La marque OS aussi est top du top. Moi, je roule sur OS, allez-y les yeux fermés, c'est fiable, c'est performant, c'est facile à régler. Les moteurs ont bien évolué, donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, vous pouvez vraiment utiliser tout type de moteur. On a aussi Udi et X-Ray qui ont fait leur propre marque moteur, hein, qui est la marque FX, donc vous pouvez l'utiliser aussi en loisir. Donc voilà, aujourd'hui, c'est très ouvert au niveau des moteurs, mais je vous invite quand même, sur les moteurs, de partir sur du neuf, pas nécessairement très haut de gamme, mais rester quand même sur du neuf plutôt que de l'occasion. Alors que sur le châssis, c'est différent. On a une bonne question aussi sur le live de Nico toujours qui nous dit: est-ce qu'il y a un support sur la toile dédié au 10e 200 mm? Alors, d'entrée, je pense plutôt à un site internet, parce que les réseaux sociaux, Facebook, machin, dès que tu mets un truc, tu le revois plus. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, référencé? Alors, on a effectivement une piste, la page piste 1/10 200 mm Facebook de la fédération, mais qui parle plutôt côté fédé et pas trop côté technique. Avant, on avait aussi quelqu'un qui animait et alimentait piste 1/10 de mm Touring, je crois, 200 mm Touring, si je ne dis pas de bêtises, notamment la famille Persin, mais comme maintenant ils ont arrêté, plus personne ne s'en occupe. Donc c'est vrai que là-dessus, on n'est pas trop bien loti. Par contre, je l'invite, s'il a des questions précises, à venir nous solliciter sur les Facebook des différents pilotes. Hein. Moi, je suis très accessible par rapport à ça, donc il peut venir avec grand plaisir. Tu peux aussi aller voir d'autres pilotes que j'ai cités tout à l'heure, hein, qui se font un plaisir de te répondre. Donc, osez, j'ai envie de dire vraiment osez avec un grand O. N'hésitez pas, on est là pour ça. Une question de Vincent Bartement: ça implique quoi un entretien moteur pour toi? Démontage complet, nettoyage avec quel produit, quelle vérification? Alors, quand on démonte un moteur, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on le démonte entièrement. On vérifie le roulement avant et arrière. Donc, en fait, vous prenez le carter dans vos mains, vous mettez le doigt dedans, vous appuyez un petit peu sur le roulement et vous faites tourner. Vous allez sentir s'il gratte ou si vous sentez des facettes. S'il gratte et que vous sentez des facettes, ça veut dire qu'il faut le changer. Donc ça, c'est soit le roulement arrière, soit le roulement avant. Il faudra peut-être changer l'un ou l'autre, ou les deux. Donc c'est comme ça que vous le voyez. La bielle, il y a deux paramètres. Déjà le paramètre visuel. Vous allez regarder sur le maneton du vilebrequin si vous avez beaucoup de jeu, comme ça, avec votre bielle. S'il y a beaucoup de jeu, il faut la changer. S'il y a un petit peu de jeu, il ne faut pas nécessairement la changer, parce qu'aujourd'hui, quand vous la montez neuve, elle a déjà un peu de jeu. Mais le paramètre aussi important pour la bielle, c'est le nombre de litres. En règle générale, on se dit que quand on arrive à 5 litres, c'est mieux d'être dans la prévention et de la changer, parce qu'aujourd'hui, une bielle qui casse, ça casse tout le moteur. Donc une bielle, c'est pas très cher. Donc deux paramètres pour la bielle: le visuel, s'il y a beaucoup de jeu, et le nombre de litres qu'elle a. Et enfin, ce qu'on fait, c'est qu'on nettoie. Donc on nettoie essentiellement le dessus du piston, qui se calamine avec le nitrométhane et donc les carburants. Donc moi, ce que je prends, c'est une gomme. Je gomme le dessus du piston. Au niveau de l'insert, là où il y a la bougie, je gomme aussi cet endroit-là. Après, je passe à la soufflette pour qu'il n'y ait plus du tout de poussière, qu'il n'y ait plus rien. Un coup de compresseur. Et quand je remonte, je mets une goutte d'huile de remontage moteur sur le maneton du vilebrequin, sur l'embase de la bielle, à l'intérieur de la chemise, pour remettre le piston dedans, et je remonte le tout. Et aussi un élément que vous pouvez contrôler, c'est l'ovalisation du maneton de vilebrequin. Donc là, vous prenez le vilebrequin dans vos mains, avec le petit maneton, là où vous mettez la bielle, vous prenez un pied à coulisse, vous serrez le maneton, vous le faites tourner dans vos mains comme ça,
et vous allez voir s'il est uniforme, c'est-à-dire très circulaire, c'est-à-dire la valeur ne bouge pas, reste identique, ou si la valeur justement fluctue, on passe de, je sais pas, 3,02 à 3,06, là ça veut dire qu'il est ovalisé, et donc le vilebrequin n'est plus en bonne forme. Et là on change de moteur. Alors merci Xavier Toussaint d'avoir fait le calcul. Des chiffres et des lettres. Oui, donc on a un Merci matheux là, c'est bien 75 millilitres un réservoir en 1/10. Oui. D'accord, Il a fait le calcul. 125 en TT, hein, je C'est crois. 125 en 8e et c'est 75 en 10e. Alors il a dit 25 litres, c'est 25 000 millilitres, 75 millilitres c'est 5 minutes, vu ce que tu as dit. Oui, à peu près. À peu près, hein. 5 minutes par 75, il nous a dit, il a calculé à peu près 27h80, donc avec... voilà. Donc il a dit un moteur, environ entre 20 heures d'utilisation et 30 heures à peu près. Hein. Il y a des gens qui vont pousser des moteurs beaucoup plus loin, hein, avec un bon entretien et peu d'usure, et ça dépend de la manière dont on roule et dont on le règle. Ça dépend aussi du carburant qu'on utilise, qui peut apporter de la longévité à des moteurs thermiques. Hein, voilà. Aujourd'hui, il y a des carburants qui sont extrêmement performants. Renault Time, le Colari aussi, j'en oublie parfois le Labema, voilà, j'en oublie sûrement d'autres, mais voilà, aujourd'hui, on a vraiment de très très bons carburants et négligez pas ça quand vous faites du thermique. Prenez vraiment du carburant qui a bonne presse, parce que si vous prenez du carburant qui aujourd'hui sont sur des marques un peu moins connues, ça peut effectivement abîmer de manière prématurée votre moteur. C'est pas que ça va le casser immédiatement, mais dans la longévité, ça peut être plus mauvais. Voilà. On nous pose, tant qu'on est dans le moteur, une bonne question de Nico, toujours. En gros, pour un pilote lambda, quelle est la bonne méthode de rodage? Alors, moi, ce que je fais, c'est souvent, je fais un... Alors, moi, je reçois des moteurs pré-rodés, mais... Oui, non, mais c'est pour ça que je dis pour un pilote lambda et pas un pilote usine. Donc, sur un moteur non pré-rodé, je fais, en général, un plein statique. Donc, je démarre le moteur, je ne touche à rien, je me laisse tourner sur le banc de démarrage. Ensuite, je commence à faire les plans en piste, donc très riches, très très gras. Donc on passe pas la seconde, hein, vraiment, le moteur il juste de manière que ça avance. Et petit à petit, au bout de 3-4 pleins, je commence à refermer le pointeau un petit peu, donc un 8e, puis un 8e, puis un 8e. Et après, en règle générale, quand il est à chaud, le moteur, vous prenez le volant moteur, vous le faites tourner. Quand vous sentez au niveau du point mort haut, plus du tout de côté métallique, c'est qu'il commence à être rodé. Chose importante, quand vous rodez un moteur, il ne faut pas être en demi-gaz, il faut toujours être poigné dans l'angle, parce qu'il faut le lubrifier. Donc si vous restez à demi-gaz, vous ne lubrifiez pas totalement le moteur et c'est très mauvais. Donc pensez bien à toujours être à fond, vu que le moteur est très riche, effectivement il n'avance quasiment pas, donc c'est pas gênant d'être sur ces valeurs-là d'accélération. Est-ce que la fumée, donc ça c'est ma question, est-ce que la fumée c'est un indicateur pour toi de réglage? Alors absolument pas, c'est très dangereux de se fier à ça. Je vous donne un exemple concret, le Labema est connu pour justement avoir, c'est un carburant qui fume beaucoup. Mais le problème c'est que quand il fume plus, c'est que vous êtes déjà trop pauvre. Donc il faut faire très attention à ça. C'est pour moi pas un élément où il faut vraiment s'y fier. Ça peut aider, mais c'est préférable de ne pas trop tenir compte de ce paramètre-là. Question de Jean-Laurent Ripoll, en statique et en piste, attention aux températures moteur, pas trop froid. Remarque? Exactement. Je préconise de ne pas roder des moteurs quand il fait trop froid. Pourquoi? Parce pour qu'un moteur se rôde, il faut qu'il monte en température. Si vous avez moins 5 degrés dehors, ça va être difficile de le faire monter en température. Donc une petite astuce, si vous ne pouvez pas faire autrement, c'est par exemple de couvrir la culasse avec du papier alu, également de fermer les vitres, qui jouent un rôle de refroidissement habituellement, avec du scotch, et pour le faire monter en température. Mais c'est vrai que les températures idéales pour roder aujourd'hui, je parle extérieur, c'est 15-20 degrés. À 0-2 degrés, c'est compliqué de roder un moteur parce que il se rôde pas, quoi, clairement. C'est-à-dire qu'il ne monte pas en température et pour qu'il se dilate derrière, c'est-à-dire qu'il chauffe et qu'il refroidisse, c'est ça un rodage, il faut qu'il y ait à un moment donné aussi une montée en température. Ok, est-ce qu'il reste des questions? Je regarde. Stéphane Lamotte. Les moteurs c'est bien, mais les tiges d'amortisseur, combien de temps? Je ne sais pas si c'était une petite blagounette ou... Je ne suis pas censé s'user une tige d'amortisseur. Voilà.
Est-ce que tu rôdes tes tiges d'amortisseur? Non, Non. Bon, bah, tu passes pas des soirées à... non, Ah, non, je passe pas des soirées à ça. Puis c'est un peu redondant, quoi. Tiens, d'ailleurs, c'est une question qui pourrait être posée, c'est est-ce que tu peux te pointer avec une voiture toute neuve, entre guillemets non rodée, la voiture, sur un CF? Ça peut arriver, mais on n'aime pas le faire. mm. On aime bien la déverminer, comme dit souvent mon père, c'est son terme, de manière à déjà régler la boîte de vitesse, qu'elle passe, parce que quand une voiture est neuve, sur une piste 1/10 thermique, parfois, bah même souvent, la boîte de vitesse au début, elle est capricieuse, elle passe pas. Donc c'est bien qu'elle passe. Et puis c'est quand même bien aussi de faire un ou deux pleins pour voir si tout va bien, s'il n'y a rien d'anormal, etc. Parce que ça, après, on n'a parfois pas beaucoup d'essais sur les manches du championnat de France, et c'est du temps de perdu. On peut gagner en amont, donc j'aime bien quand même avoir fait un ou deux pleins avant d'aller sur une manche du championnat de France. Du coup, je rebondis sur la boîte de vitesse parce que l'autre jour, j'ai joué à VRC en catégorie nitro. Comment tu règles le passage de la vitesse? À quel endroit de la ligne droite? Est-ce qu'on se fie par rapport à cette ligne droite? Alors, ça va dépendre des pistes. Parfois, certaines typologies de pistes nécessitent que la boîte passe plus tôt que d'autres. En règle générale, moi, je fais passer ma boîte de vitesse sur le premier quart de ligne droite. D'accord. Ça peut être un indice pour quelqu'un qui Ça peut être un indice, mais je ne vous cache pas qu'après, c'est beaucoup du feeling et à l'oreille. Alors, c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'essayer avant, parce que souvent, il y a moins de monde sur la piste, parce que quand vous roulez à 10 ou 15 sur la piste en essai libre, c'est un peu compliqué d'écouter sa boîte de vitesse. Hein. Donc, oui, ah oui, c'est ça. T'as raison de signaler. Tiens, question de Lionel Souchet, à qui je fais un gros coucou. Salut Lionel, mon arbitre fédéral est par là. Change-t-on la bielle après le rodage? Change-t-on la bielle après le rodage? Alors, il y a deux écoles. Il y en a qui le font. Moi, je le fais pas. Pourquoi? Parce que pour moi, quand on rôde un moteur, c'est un ensemble qui est dans son moule. Et si on change la bielle, on n'est plus dans cet ensemble-là. C'est-à-dire qu'on a enlevé quelque chose qui s'est rodé ensemble. Donc, moi, je le fais pas. Il y en a qui le font. Après, je dis pas que ma méthode est mieux que celle de la changer. Mais en tout cas, je sais que nous, en tout cas, quand je dis nous, c'est-à-dire mon père et moi, on garde la même bielle du rodage. Mais qu'on va changer plus tôt, puisqu'elle a tout le rodage. Ok. Jean-Baptiste Genot, qui nous dit en statique sur le banc, donc là je pense qu'il parlait du rodage, 16 chevaux obligatoire. Alors, oui, effectivement. Alors bon, obligatoire, c'est surtout s'il fait froid. Et c'est vrai que c'est bien. C'est bien de chauffer le moteur avec un sèche-cheveux, il a raison. Salut à toi d'ailleurs JB. D'ailleurs, j'en ai même envie de vous dire, à chaque fois que vous arrêtez le moteur pour le faire refroidir et que vous repartez sur un plan en piste pour le rodage, je vous conseille vivement d'avoir un sèche-cheveux, parce que le moteur, il coince, donc il peut effectivement être difficile à démarrer. Et c'est mieux de toute façon, quoi qu'il en soit, rodage ou pas rodage, de chauffer un moteur au sèche-cheveux avant de le démarrer. Ok. Ah oui, du coup, Nico demande, pardon, faut-il roder de nouveau après le changement de la bielle? Alors, roder pas en intégralité, après de faire un petit demi-plein ou un plein en statique, oui, c'est intéressant. Oui, pour que tout se mette bien en place. Exactement. Et Lionel qui rajoutait, pourtant elle mange grave la bielle durant le rodage. Ah oui, ça c'est vrai qu'elle mange grave, parce que justement, comme on force dessus, c'est vrai qu'elle prend cher, je suis d'accord avec lui. Après, nous voilà, on a pris cette décision, c'est de pas la changer, mais comme un rodage, c'est 2 litres, 2 litres et demi, on va la changer plus tôt. C'est-à-dire qu'on va lui laisser que 2 litres et demi, vraiment de roulage dans des conditions optimales, et par la suite on la change. D'accord. Puis après, il avait dit tout à l'heure de la changer de temps tous les 5 litres à peu près. Voilà, 5 litres c'est à peu près une valeur de référence pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Ok, donc là on a répondu à cette question-là. Jean-Baptiste qui dit sur Nova tu changes à 6 litres, OS 8 à 10 litres. Donc il y a une différence comme ça entre les bases de moteur? Alors, il peut y avoir une différence, mais moi je fais en sorte qu'il n'y en a pas, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la bielle ça ne pardonne pas. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être dans le préventif. Si on commence à jouer, on joue à la roulette russe. Oui, bon, elle a 5 litres, je vais attendre encore un peu. Ah c'est bête, à 7 litres 5, elle a cassé, mon moteur a cassé intégralement. Il a serré, ça y est, il n'y a plus rien. Bon, moi, comme je l'ai dit, une bielle c'est pas cher, même sur du prix public. Nous, on est plutôt partisans de la changer aux alentours de 5 litres. Ok, bon, et au final, on n'a pas du tout tenu, une fois de plus, ce qu'on s'était dit. C'est vrai que tu avais raison, Basile, quand il a dit. Parce qu'il a écrit au début du chat, attention, il y a de la pipelette. Oui, il n'a pas tort, effectivement.
Non, mais tu verras que dans les annonces, j'ai supprimé le côté 45 minutes. J'ai compris qu'on s'y tenait plus. Là, c'est bon. Du coup, on va faire une Après, dernière vous savez, question. quand on est entre passionnés, souvent, on a la tchatche facile. C'est ça. Donc, Ah oui, oui, voilà, oui. on parle de choses qui nous animent et qu'on aime, donc automatiquement, voilà, c'est toujours plaisant de faire ce genre d'exercice. Euh, ouais. Complètement. Attends, Vivi, je voulais quand même. Il y a une question qui m'intéresse, moi, même si je fais plus de thermique. Rodage classique ou à la japonaise? Je suis plutôt en rodage classique. Alors, on précise, hein, vite fait, la japonaise, c'est tirer à fond le boisseau et. Voilà, on ouvre en grand le boisseau et le moteur est très très riche et en statique. Mais à un moment donné, je pense que c'est bien de mettre le moteur en condition de roulage aussi. Le statique c'est bien, mais c'est pas suffisant. Je crois qu'il y a une question de Lionel où il se fait un peu chambrer. Pourquoi les moteurs en dixième ne tiennent pas 5 minutes? Ah oui, alors ça c'est une vraie problématique qu'on a. Bah, en fait, les moteurs ont tellement évolué en termes de performance. Il ne faut pas tout avoir, hein. Quand on a la performance, bah, automatiquement, il y a des conséquences sur l'autonomie. Donc c'est vrai qu'en France, pour ça, on n'est pas trop fortiche. Et ça nous coûte d'ailleurs des places intéressantes en championnat d'Europe et du monde. Et je pense que Lionel ne dira pas le contraire. Donc c'est vraiment un élément sur lequel il faut qu'on travaille pour arriver à faire l'autonomie et faire les 5 minutes. Parce que je prends un exemple. Sur une remontée de 20 minutes en championnat d'Europe, si vous faites un plein de plus, vous perdez 6 secondes. 6 secondes, c'est énorme. Vous n'allez pas les rattraper sur la piste avec le niveau qu'il y a. Et le problème, c'est que sur 20 minutes, si vous faites 5 minutes, vous faites un plein de moins que si vous faites 4 ou 4,30. Vous êtes obligé de re-rentrer. Mais moi, je suis largué, je ne savais pas ça. C'est vrai que dans ma tête, on était à une époque où en buggy, on tient facilement 7 minutes 30. Donc, aujourd'hui, si tu veux, on a même des gens qui, sur des finales de 45 minutes avec l'usure des pneus, donc comme on a les pneus qui deviennent de plus en plus petits, on consomme encore plus, ça prend plus de tours minutes, le moteur, et qui rentrent à 4 parce qu'ils ont peur de ne pas tenir 4,30. Donc c'est vraiment phénoménal la consommation en un dixième de 100 mm nitro. et alors pourquoi tu dis les Français sont pas forts? Les Français sont pas forts parce que force est de constater qu'on a des top drivers qui ont des moteurs très puissants et qui font 5 minutes. Donc c'est bien que c'est possible à faire. Et que beaucoup de Français, peu de Français font 5 minutes et beaucoup font 4 ou 4,30 et parfois ça nous coûte une place de remontée ou d'honneur pour effectivement passer à la finale supérieure. Donc c'est rageant parce que c'est pas une problématique de compétences de pilotage ou de mise au point, mais plutôt de stratégie de ravitaillement. Ouais. Bon, en tout cas, merci Lionel pour cette dernière question sur l'autonomie. Parce que du coup, les qualifs sont quand même de 5 ou 4 minutes? Alors les qualifs sont de 4 minutes. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est mieux. Donc là, c'est pas problématique, mais c'est plus problématique pour les remontées et les finales. Ouais, d'accord. Et après, c'est pareil, c'est 4 minutes aussi en championnat d'Europe et en championnat du monde. C'est pareil, Ok. oui, tout à fait. Ok. Oui, donc c'est quand même adapté au moteur de la catégorie. Sur les qualifs, ouais, ils ont été obligés de réduire à 4 minutes parce qu'ils se rendaient compte qu'effectivement, 5, c'était extrêmement compliqué. Donc, voilà. Oui, puis forcément, ça rendait des courses peu palpitantes. Si tout le monde cale en qualif, bon, il n'y a plus beaucoup d'intérêt, quoi. C'est vrai que celui qui fait la pole, après, entre guillemets, c'est pas nécessairement. C'est celui qui aura roulé pas trop vite, mais qui aura tenu 5 minutes, quoi. C'est ça. La constance. Ouais, exactement. Et la régularité. Bon, ben super. Je vois qu'il est déjà 16 heures. Donc on a fait une belle interview en ta compagnie sur le sujet de la piste 1 dixième. J'avoue que j'ai complètement laissé le côté technique à Tony parce que je pense que d'ici demain j'aurai fait le tour du bocal et j'aurai à peu près oublié la moitié des réglages d'une piste 1 dixième. Et non, mais du coup on se rend compte que c'est quand même une catégorie assez complexe qui a quand même beaucoup de paramètres. Très Et complexe. voilà, et effectivement on peut nous aussi tous ensemble encourager les gens qui souhaitent se mettre à cette discipline de se rapprocher d'un club et surtout de ne pas hésiter à communiquer avec les pilotes en amont via les réseaux sociaux ou en club. Voir, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en physique, il ne faut pas hésiter, moi ou d'autres, hein, comme je l'ai dit. Si je peux me permettre de peut-être passer un petit message de fin, si ça vous convient. Bien sûr. Donc écoutez, je voulais remercier Automodélisme, Tony et puis Virginie pour cette interview, hein, c'est gentil à vous. Également remercier ceux qui nous ont suivis, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à venir me voir sur mon Facebook, je suis disponible. Je passe également un petit coucou à tous les membres de Radio 100% RC, à tous les youtubeurs que je suis et que je donne de la force, RZRC Passion, RC Mumus, Dion RC, David RC98, RC Balade, j'espère qu'ils nous écoutent. Je remercie tous mes sponsors, X-Ray,
Yannick Aigouin, Aigouin Racing avec toute son équipe, Wartel Modélisme, OS Engine et également Adrien Bertin qui me prépare mes moteurs. Donc je le remercie pour ça. Et puis aussi mon peintre, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc Berzéder C'est Passion. Voilà, je voulais passer ce message. Et puis je remercie également mon père, à qui je dois beaucoup pour tous ces résultats et j'espère qu'on fera encore belles choses ensemble, qui doit m'écouter. Je remercie ma mère également, je remercie mon épouse, mes enfants. Vous l'avez compris, la Derderian Family, c'est une histoire de famille, donc voilà. Et puis je vous dis à très bientôt sur les pistes. On espère en tout cas. Merci à toi, Mickaël. Merci à toi, Vivi. Ouais, merci beaucoup. Bonne continuation. Et on donne du coup rendez-vous à nos internautes mardi prochain à 18h. Donc vous pourrez passer du café Alex, à toi de jouer. À l'apéro. Voilà, donc là on parlera un petit peu plus. Ben là, on a vraiment accès sur les réglages, puis après sur le côté nitro. Et puis Alex, il nous répondra à des questions qui en plus m'intéressent particulièrement, aux questions sur la préparation en catégorie touring électrique. Et tout à fait. Notamment si vous avez envie de parler charge d'accu, etc. Et il nous racontera un petit peu son parcours, parce qu'on a eu un petit aperçu de son palmarès qui semble tout aussi intéressant que celui de Mickaël. Oui, vous aurez aussi un grand pilote d'X-Ray, donc n'hésitez pas à venir mardi à 18h. Là, ce ne sera pas la pause café. Non. Je ne dirai pas. Merci à vous tous. Je vous dis au revoir à tous. Bye bye. Bon week-end. Au revoir, à bientôt.